Bien, d'accord. Bon, eh ben, je vais faire l'introduction. Je vous remercie d'être venus si nombreux. C'est la première fois qu'on dépasse à peu près 65 personnes. Et c'est vraiment avec un grand contentement que je m'aperçois qu'on est à peu près plus de 80, j'imagine presque 90, enfin, j'ose espérer. Donc je vais discuter avec Madame Bay pour changer de salle l'année prochaine, parce que ça grandit chaque année, il y a de plus en plus de demandes. Et donc c'est avec plaisir que je constate que ça intéresse beaucoup de personnes. Je vous présente le docteur Jean-Michel Morel, donc médecin spécialiste en phytothérapie et chargé de cours à l'université de Besançon, qui va nous expliquer la pharmacopée par les plantes. Donc je le laisserai, aller un peu plus sur ce domaine-là. Pour l'instant, je vais juste m'occuper de l'introduction. C'est la dernière de cette année, comme à chaque fois fin mars. Donc la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera le 1er mardi d'octobre, et c'est la gendarmerie nationale qui fera l'ouverture pour la sécurité des biens et des réseaux. Parce qu'il y a de plus en plus de petits malicieux qui savent comment faire pour déjouer vos systèmes d'alarme, pour déjouer vos systèmes informatiques, pour déjouer toutes sortes de choses. Et j'ai vu un petit peu les travaux de la gendarmerie, c'est vraiment pas mal du tout. Ils viendront vous présenter les méthodes pour protéger vos biens, protéger votre carte bleue maintenant, parce que même la carte bleue elle est en réseau, vous pouvez payer par contact, et il y a des piratages, il y a des choses comme ça. Donc ça va très très loin. Donc ils vont vous expliquer tout ça. Donc ça va toucher Internet, ça va toucher les maisons, ça va toucher tout ce qui est en réseau Wi-Fi, les portables, tout ça. Donc voilà. Ce sera le 1er mardi du mois d'octobre. Donc ensuite, il y aura, comme je l'avais dit précédemment, un enquêteur privé qui va venir parler de son travail, parce qu'avant c'était souvent les infidélités, mais maintenant ils font de l'espionnage industriel, ils font des recherches juridiques pour les dossiers criminels, ils font plein de choses comme ça. Donc il va venir en parler. On avait parlé aussi de l'art japonais avec Madame Bettencourt, parce que c'est vraiment magnifique, hein, l'art japonais, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un art de vivre absolument fabuleux. Il y a plein d'autres choses comme ça que je ne vous dirai pas parce que je ne les ai pas en tête. Et puis il faut encore que j'approfondisse des recherches parce que je suis en relation avec d'autres médecins, d'autres personnes pour des conférences. Voilà. Quant à moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont venus la première fois, je suis Monsieur Trommenschlager, je suis psychanalyste et psychosociologue à Luxeuil. Je m'occupe aussi des assistantes sociales au rectorat de Franche-Comté. Et moi, mon intervention à moi, elle se fera sûrement en février. Je n'ai pas pu le faire cette année, j'ai eu des petits ennuis familiaux. Mais l'année prochaine, je vais intervenir sur le rapport entre nutrition et cerveau. Et là, je pense que je devrais être tranquille pour faire du bon travail. Donc, je devrais vous présenter quelque chose de relativement bien. Donc voilà, je vais laisser la place au docteur Morel pour cette soirée phytothérapie, avec grand plaisir. Merci d'être venu. D'accord, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend, même au bout de la salle? Bon, mais c'est parfait. Voilà. Alors, je vais... Non, mais je vais peut-être tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous présenter l'intérêt de la phytothérapie et de l'aromathérapie dans les systèmes de soins à l'heure actuelle. Et pourquoi on a besoin de retrouver quelque part nos racines avec les plantes médicinales. Sans doute savez-vous que la plupart du temps, la plupart des médicaments, enfin surtout les médicaments les plus anciens, sont extraits en fait de plantes médicinales. La digitaline, vous connaissez, mais beaucoup d'autres médicaments. Et encore à l'heure actuelle, le monde végétal reste un réservoir très important pour les nouveaux médicaments. Donc ça, c'est pour l'industrie pharmaceutique, les médicaments que vous trouvez en pharmacie. Mais on a une autre façon d'utiliser les plantes, c'est bien sûr de les utiliser telles quelles, telles qu'on les trouve dans la nature, avec différentes particularités, ce qu'on appelle les formes galéniques, c'est-à-dire les formes de présentation de la plante médicinale, mais nous allons en parler un petit peu plus. Alors dans cette diapo, vous avez quelques plantes qui sont assez emblématiques de la phyto et de l'aromathérapie. Le ginkgo, qui ne connaît pas le ginkgo? Quelques personnes, voilà. Les personnes d'un certain âge qui ont pris du Tanakan, par exemple, savent tout à fait
que le Tanacan est un médicament à base de ginkgo. Ensuite, la passiflore. Passiflore, c'est une plante connue. Et ensuite, vous avez le myrte. Le myrte, c'est une plante aromatique méditerranéenne, du pourtour méditerranéen. Et avec ces petites diapos, on plonge tout de suite dans le cœur du sujet, puisque voilà des plantes qui sont intéressantes, qui ne sont pas connues pour avoir un principe actif majoritaire, mais tout un ensemble de principes actifs, ce qu'on appelle une synergie, d'une part, et d'autre part, la manière de les nommer, on les nomme par leur nom français, comme je vous les noté, mais leur description pour la prescription médicale, et leur description précise, c'est sous le nom latin, le nom botanique international, avec le nom de la famille parfois, et puis un descriptif botanique. Alors, comme vous le savez sans doute, la phytothérapie et l'aromathérapie font partie de ce qu'on appelle les médecines dites alternatives et complémentaires. Autrefois, on les appelait médecines alternatives. Bon, on n'aime pas trop ce terme d'alternative, puisqu'on pourrait penser que c'est soit une médecine, soit une autre. En principe, la médecine est une et indivisible, et on ne sépare pas comme ça des disciplines médicales. Elles ont chacune leurs indications. Médecine alternative et complémentaire. Donc ça, c'est un terme consacré, disons, d'origine anglo-saxonne. Les anglo-saxons, les Américains, qui aiment bien définir précisément les choses, les ont appelés CAM, Complementary and Alternative Medicine, ce qui veut dire médecine alternative et complémentaire. Mais maintenant, on les appelle plus des médecines intégrées, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées de plus en plus. Et ce qui est dommage, c'est que ça nous vient justement du monde anglo-saxon, alors que nous, notre tradition en phytothérapie, en homéopathie et dans toutes ces disciplines complémentaires, elle est très ancienne. Mais ce sont les anglo-saxons, encore une fois, qui, quelque part, nous montrent la voie en parlant de disciplines intégrées, c'est-à-dire d'association de toutes ces disciplines pour la médecine moderne. Alors c'est vrai qu'on parle d'énergie alternative, d'agriculture alternative, d'art et de culture alternative, etc. Mais on parle peu de médecine alternative dans la médecine conventionnelle. Et c'est effectivement fort dommage. Alors je vous parlais des complémentaires d'alternative médecine, je prononce très mal l'anglais, mais voilà, on peut me comprendre au moins. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un département du ministère de la Santé américain a un sous-département, si vous voulez, qui s'appelle le NCCAM, National Center for Complementary and Alternative Medicine, qui est donc un département consacré, non pas peut-être à l'étude exhaustive de toutes ces disciplines, mais au moins à l'intégration de ces disciplines dans la médecine. Alors ils font de la surveillance, ils font aussi des... comment dire, ils exercent un regard un peu sur les abus, etc. Mais c'est en tout cas intégré dans le monde du ministère de la Santé américain. Médecine intégrée, on en a parlé. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut associer tout à fait les médecines telles que je la pratique, donc phytothérapie, aromathérapie, mais bien entendu je ne pratique pas que ça. Quand je fais de la médecine, si j'ai des pathologies lourdes et graves, j'utilise des médicaments classiques. Hein. Voilà, c'est simplement une complémentarité. Mais on verra tout à l'heure quelles sont les indications de la phytothérapie et de l'aromathérapie, qui est une branche de la phytothérapie. Donc j'ai noté que on pouvait intégrer aussi cette discipline dans un développement durable. On y reviendra un petit peu. La phytothérapie n'est pas un caprice des pays riches. On l'entend de temps en temps ça, hein, que les pays riches, ils ont beaucoup d'argent et que finalement c'est un peu une médecine superflue, hein, une médecine pour les gens qui ne sont pas très malades. En revanche, dans les pays pauvres, c'est une nécessité extrêmement importante, puisque beaucoup de pays pauvres ne peuvent pas se payer les médicaments manufacturés classiques. Or, ils ont parfois un trésor dans leur pharmacopée. Et surtout,
C'est un réservoir, le monde végétal, le monde des plantes médicinales, c'est un réservoir de potentiels médicaments d'une part, et de modèles pour la recherche pharmacologique. Je vous donne un petit exemple. Vous connaissez certainement les statines, qui sont un peu sur la sellette en ce moment pour leur abus. Eh bien, la molécule des statines, on la retrouve dans des produits naturels. Mais ça, beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de la santé l'ignorent. On l'a trouvé au départ dans la levure de riz rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Ou on devrait plutôt dire levure rouge de riz. C'est une levure qui est cultivée sur le riz, qui a cette couleur rouge, et qui possède des substances qu'on appelle des monacolines, qui sont en fait les sources historiques, les référents historiques, les modèles historiques des statines, des diverses statines. Et ce n'est pas le seul exemple, hein, on y reviendra certainement. Alors, la phytothérapie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est bien sûr la définition médecine par les plantes, au sens le plus large. Les branches, c'est par exemple la gemmothérapie, médecine par les bourgeons. C'est très intéressant les bourgeons, puisque ce sont des embryons de plantes. Et dans un bourgeon, dans les cellules embryonnaires du bourgeon, on peut retrouver des petites tiges, des petites racines, des embryons de feuilles, des embryons de différents organes. Donc on a un peu la plante en miniature. C'est intéressant pour cette raison, c'est un facteur de développement particulier qui est intéressant par exemple pour les enfants. Et l'aromathérapie, c'est une autre branche de la phytothérapie. En aromathérapie, on utilise les huiles essentielles de plantes. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? En fait, c'est l'huile essentielle, le produit de la distillation à la vapeur d'eau, de l'essence aromatique qui elle-même est une sécrétion produite par la plante. Quand vous froissez une feuille de menthe, par exemple, feuille sèche, vous avez des petites poches qui vont se rompre, qui contiennent l'huile essentielle, l'essence, on devrait dire, de la plante, et qui s'évapore. Donc cette molécule aromatique, petite molécule aromatique, se retrouve sur vos doigts et dans l'atmosphère. Alors on peut l'extraire par hydrodistillation, c'est-à-dire entraînement à la vapeur d'eau. J'y reviendrai, je crois, un petit peu. Et puis, donc ça c'est la définition, mais c'est aussi quelque chose de très ancien, la phytothérapie. On peut dire que sous toutes les latitudes, dans tous les pays du monde, on a une tradition orale ou écrite à propos des plantes médicinales. Quand vous allez en Afrique, par exemple, il y a une tradition énorme sur les plantes médicinales, mais qui n'est pas écrite, qui est orale. Donc elle est transmise simplement par la mémoire des détenteurs du savoir, qu'on appelle les tradipraticiens. Et si vous allez par exemple en Inde ou en Chine, vous avez des traditions écrites qui sont extrêmement anciennes aussi, moins 2000, moins 4000 ans. Si vous allez en Égypte, pareil, des traditions écrites sur des papyrus ou sur d'autres supports, qui sont très anciennes et qui décrivent parfois des centaines de plantes médicinales qu'on connaît toujours et qui sont toujours très importantes. Le modèle des médicaments contre la douleur, le plus puissant des médicaments contre la douleur, vous le connaissez sans doute, dans la pharmacopée classique, hein. Quand vous avez des douleurs très intenses, très aiguës, on donne de la morphine. Qu'est-ce que la morphine? La morphine, c'est un alcaloïde qui se trouve dans l'opium, qui est une sécrétion, en fait, d'une plante médicinale connue depuis des millénaires, plusieurs millénaires, et qui était connue justement du fait de ses propriétés extrêmement puissantes. Alors maintenant, à l'heure actuelle, on a encore des détenteurs du savoir qui sont présents sur les différents continents, surtout dans les pays en voie de développement. Et ces détenteurs du savoir, ils ont parfois un savoir qui n'est pas écrit, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et s'il n'est pas écrit, il faut pouvoir le recueillir. C'est la mission d'une discipline qui s'appelle l'ethnopharmacologie. Ethno comme les peuples, connaissance des peuples, de leur culture, pharmacologie, connaissance des médicaments. Donc l'association des deux, c'est une discipline nouvelle qui s'occupe de répertorier les savoirs et de les passer au crible de la connaissance scientifique. Donc ce sont des médecins, des pharmaciens, des scientifiques,
de la discipline des sciences, de la médecine ou de la pharmacie, ou d'autres encore, hein, des ethnologues ou autres, qui vont donc interroger, c'est en général pluridisciplinaire, et qui ramènent des connaissances très importantes, qui sont après souvent publiées de manière à ce qu'elles ne puissent pas être copiées et récupérées de manière mercantile par des laboratoires, pour ne pas les citer. Donc un gros travail de terrain qui est fait. Alors, le travail de laboratoire, on en parlait tout à l'heure. On fait un travail de laboratoire pour d'abord découvrir les substances qui sont dans les plantes médicinales et ensuite prouver leur efficacité. Ah oui, merci. Un peu mal au dos, c'est vrai. Voilà, alors parfois ces plantes sont connues, donc on fait de la bibliographie, on retrouve des connaissances sur différents endroits du monde, et parfois elles ne sont pas connues, donc là il faut faire vraiment des travaux. Et maintenant on a des appareillages, alors vous voyez, bon là l'appareillage n'est pas très complexe, mais il existe des appareillages. J'ai vu ça en particulier en Suisse, dans un laboratoire. Évidemment, en Suisse, il y a un peu plus d'argent dans les laboratoires de recherche que dans d'autres pays, en France en particulier. Alors, dans ces laboratoires de recherche, vous avez un extrait de plante, vous l'introduisez dans un appareil, et puis après un parcours complexe, vous avez une fiche d'identité qui vous sort tous les composants, quasiment, de la plante. C'est connu pour les huiles essentielles, et on peut faire ça aussi pour les plantes médicinales. C'est assez extraordinaire. Voilà, ensuite, cette recherche, elle aboutit à quoi? Donc elle aboutit à, je dirais, deux voies un peu divergentes dont on a déjà un peu parlé. La voie classique, disons, celle du laboratoire, c'est celle qui consiste à trouver dans une plante une substance très active, une substance seule, ou c'est jamais seule, mais une substance active majoritairement. On extrait cette substance et elle suit son parcours pour arriver à la mise sur le marché par l'intermédiaire d'un laboratoire. Donc c'est la partie, comment dire, avec brevet, brevetabilité de la molécule, et puis chemin mercantile, c'est-à-dire qu'on vend après le produit, le médicament. C'est nécessaire dans certains cas, surtout quand les molécules sont très actives, très puissantes, qu'elles demandent beaucoup de développement scientifique. Voilà. Alors un exemple, c'est l'IF. Vous connaissez l'IF? Voilà, les aiguilles d'IF avec un fruit, une plante extrêmement toxique qui était utilisée par nos ancêtres les Gaulois comme plante à poison. Donc ils utilisaient le bois pour faire des flèches et des arcs, bois très dur et très résistant, et le poison de l'IF pour faire imprégner les pointes de flèche. Alors, ça, c'est une chose. Vous connaissez sans doute les Taxol, Taxotere, des médicaments de ce type-là. Certains connaissent peut-être, puisque ce sont des médicaments extrêmement puissants pour traiter les cancers, certains cancers, cancer du sein, du poumon, etc., dans des indications très particulières. Donc là, ne jamais utiliser l'IF pour soigner le cancer, bien entendu, ça ne marchera pas. C'est juste bon pour aller soit à l'hôpital dans le meilleur des cas ou au cimetière dans le pire des cas. Donc l'IF extrêmement toxique dans tous les cas. Et donc un médicament très puissant, mais qui doit être très bien dosé. Deuxième voie de recherche, c'est cette plante-là que vous connaissez peut-être, Hypericum perforatum. Je suis sûr que tout le monde la connaît, mais peut-être le millepertuis. Voilà, millepertuis. Donc quand vous regardez la feuille du millepertuis quand vous regardez le ciel à travers la feuille, enfin vous ne voyez pas le ciel, mais vous voyez des tas de petits trous qu'on appelle des pertuis, qu'on appelait des pertuis autrefois, d'où le nom. Et c'est une plante, vous voyez, avec comment dire, des fleurs bien jaunes, des étamines bien jaunes, ça ressemble à des petits soleils. On y reviendra tout à l'heure, je la détaillerai un peu. Donc ça, par contre, c'est une plante médicinale à part entière. C'est une plante assez exemplaire et emblématique de la phyto. Il y en a beaucoup. Mais justement, j'en choisirai quelques-unes pour vous faire découvrir, toucher du doigt, disons, ces plantes médicinales. Leur caractéristique, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas trouver dans ces plantes un seul principe actif qui permette de, disons, reproduire les effets de la plante. On a tout un ensemble, ce qu'on appelle une synergie.
Quand vous faites du vélo, par exemple, il faut une synergie de plein d'actes différents. Il faut que vous regardiez devant vous, il faut que vous ayez l'orientation, il faut que vous ayez l'équilibre, il faut que vous ayez les pieds qui fonctionnent, les mains qui tiennent le volant, enfin le guidon. Donc il y a une synergie de tout un tas d'actes particuliers pour pouvoir vous faire tenir correctement sur un vélo et avancer. Donc dans les plantes, c'est pareil. On ne peut pas laisser que les pédales qui fonctionnent ou que le guidon. Il faut tout un ensemble. Dans certaines plantes médicinales, c'est cette synergie. Alors on connaît bien la synergie du millepertuis. On connaît de mieux en mieux les plantes médicinales maintenant. Je ne vais pas dire toutes, mais quasiment on connaît la composition et le mode d'action presque de toutes les plantes médicinales. Il y a une bibliographie qui est énorme, des milliers, des centaines de milliers de travaux différents qu'on peut répertorier dans le monde. Alors ce qui est fabuleux aussi maintenant, c'est que encore les Américains, ils ont un site internet qui peut être consulté par tous les chercheurs. Moi je fais beaucoup de bibliographie, donc je regarde ces sites-là, consulté par tous les chercheurs, où on peut retrouver au moins le résumé d'un article avec les éléments principaux de cet article. Ça s'appelle PubMed, P-U-B-M-E-D pour les gens qui veulent chercher un peu. Et donc vous regarderez sur la page d'accueil, il y a des millions d'articles qui sont mis en ligne sur tous les domaines, dans les domaines scientifiques, enfin, principalement dans les domaines médicaux, pharmaceutiques. Donc quand on cherche de la bibliographie sur une plante, de toute façon on va trouver quelque chose. Alors, sur le plan cabinet médical, c'est intéressant parce qu'on valorise l'acte thérapeutique. On ne fait pas simplement, vous savez, vous avez quelle maladie? On appuie sur un bouton, vous avez un tiroir qui se tire, qui vous donne l'ordonnance avec le médicament. On pourrait pratiquement simplifier maintenant. Enfin, j'exagère, bien entendu. Il y a toute une étape diagnostique qui est complexe. Mais bien souvent, moi je suis toujours étonné de la complexité, de la finesse d'analyse pour arriver au diagnostic, puis finalement de la pauvreté de l'acte thérapeutique qui résulte après. Hein. On n'a pas une médecine très personnalisée. On a une médecine très précise, très efficace pour traiter la maladie, mais pas pour traiter l'individu malade. Or, l'individu malade, c'est important. Alors, vous me direz, quand on a un cancer du poumon à petites cellules, avec telle caractéristique, etc., on est bien content que toutes les équipes mondiales se soient mises ensemble pour trouver le médicament qui agit bien. Ça, c'est très bien pour le diabète, par exemple, pour des maladies bien identifiées. Mais par contre, quand on souffre de pathologies compliquées, complexes, assez personnalisées, bah, c'est plus adapté, cette approche-là. On y reviendra. Voilà, donc la phytoaromathérapie, c'est un espace de liberté pour les médecins. Là, je plaide, c'est une diapo que je destine plutôt à mes confrères médecins. Hein. Donc cet espace de liberté, c'est important parce que ça nous permet de trouver des remèdes, des produits adaptés à la complexité de ce qu'on peut trouver dans nos cabinets médicaux, des problèmes présentés par nos malades. Voilà. Alors je dis quel est temps... Attendez, je reviens un peu en arrière. Quelle étant un peu l'offre de soins? Pourquoi? Parce que dans certains cas, par exemple pour les sirops pour les enfants, les suppositoires, on n'a plus de suppositoires, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques rares cas, et encore pas avec des suppos, d'incidents et d'accidents avec des huiles essentielles. Et maintenant, on nous interdit l'usage des huiles essentielles chez les enfants en dessous de 30 mois, donc 2 ans et demi. Et alors que ça marche très bien et que justement on manque de petits médicaments comme ça pour ne pas employer d'antibiotiques. Alors d'un côté on a un discours n'utilisez pas d'antibiotiques et de l'autre ben, on ne sait pas quoi faire. Alors c'est pour cette raison que les mamans, il n'y a pas beaucoup de jeunes personnes en âge d'avoir des petits-enfants, mais voilà, il y en a quand même, des petits-enfants, des beaux petits-enfants. C'est pour cette raison que bien souvent, le médecin vous prescrit simplement du Doliprane ou du paracétamol en sirop. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre choix thérapeutique. Ce qui est fort dommage. Alors c'est aussi, c'est important, une tradition médicale
à préserver. Alors vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des appareillages très complexes. Hein. Ça, c'est l'appareillage qui se trouvait chez le professeur Ostetman, un grand professeur spécialisé dans la phytothérapie, à Lausanne. Après, il est passé à Genève, et puis maintenant il est en retraite, mais il est encore très très actif. Et donc, ces appareillages très complexes où pratiquement vous rentrez un extrait de plante et puis après vous trouvez la composition. C'est assez impressionnant. Mais vous voyez, cette femme religieuse sans doute, qui se trouve dans un monastère et qui trie les plantes médicinales, elle fait déjà un travail de pharmacologie quelque part, hein, adapté à l'époque bien entendu, mais en triant les plantes médicinales, on trie les propriétés, on a une description précise de la plante, on trie les propriétés, et puis bien sûr on a des éléments qui permettent d'alimenter une pharmacie. Pharmacie un peu rudimentaire à l'époque, mais déjà une pharmacie. N'oublions pas que les moines au Moyen-Âge, c'était une période troublée, le Moyen-Âge, pendant plusieurs centaines d'années. C'est surtout dans les monastères, surtout par les religieux, qu'on a conservé ces traditions-là. Alors, je pense que malgré tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire la vente de plantes, d'extraits de plantes, de produits divers, d'huiles essentielles, etc., sur Internet, vente par correspondance, dans les points de vente non contrôlés, etc., etc., dans les grandes surfaces maintenant, on vous vend des huiles essentielles. Hein. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis à la limite du danger, dans certains cas, si vous ne connaissez pas bien ce que vous achetez. Et puis, voilà, je pense que ces thérapeutiques-là, parce que ce sont quand même des thérapeutiques, même si les pouvoirs publics ont tendance à nous les mettre dans le domaine du complément nutritionnel, complément alimentaire, un domaine un peu fourre-tout, pour des raisons surtout budgétaires, parce qu'ils ne veulent pas rembourser avec la sécurité sociale, c'est dommage parce qu'effectivement ça échappe complètement au contrôle des professionnels de la santé, qui ne sont pas toujours très bien formés, c'est vrai, mais qui ont tous les outils pour le faire et qui ont en tout cas une formation bien supérieure à celle de beaucoup de vendeurs. Une patiente cet après-midi qui me montre un catalogue et qui me dit « Bah tiens, il y a mon fleuriste qui m'a proposé de faire ça pour les rhumatismes. » Je ne sais pas si le fleuriste a quand même une bonne formation pour pouvoir vendre des plantes destinées à traiter le rhumatisme. Première des choses, il faut déjà faire un diagnostic. Et puis après, bon, il y a quand même un minimum de choses à savoir. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une phrase importante, un mot important qui s'appelle la pharmacovigilance. C'est quoi? C'est que pharmaco, c'est le médicament, vigilance, c'est faire attention à. Donc, surveiller le médicament. Il y a des réseaux, des suivis de pharmacovigilance dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux. Là, on peut savoir si on a eu un problème avec tel produit, que ce soit une plante médicinale par exemple, on peut le noter et on peut s'en rendre compte et le repérer. On parlait du millepertuis, on en reparlera un petit peu tout à l'heure si j'ai du temps pour cela, mais voilà, le millepertuis c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de plantes comme ça qui nécessitent de faire attention, qui sont très intéressantes, très efficaces, très sécurisantes même, mais avec des petites touches d'attention particulières. Donc pharmacovigilance qui n'existe absolument pas, bien entendu, quand vous achetez un produit sur Internet ou dans un réseau non sécurisé. Voilà, donc faites quand même attention. Tout à l'heure, je vous montrais l'IF et le millepertuis. Alors, ça nous fait donc deux filières particulières. La filière des molécules isolées, par exemple la digitaline. On ne vend plus, comme autrefois, de la poudre de digital pour traiter l'insuffisance cardiaque. On extrait les hétérosides, là c'est le nom des molécules, cardiotonique, digitaline, digitoxine, etc. Et on les met dans des médicaments avec des molécules bien identifiées. Pour beaucoup d'autres produits, c'est la même chose. Donc là, c'est le domaine de l'allopathie. Et le domaine de la phytothérapie, c'est ce qu'on appelle le totum. C'est un terme peut-être nouveau pour vous. Totum. Voilà. Totum, ça se rapproche de totalité. Qu'est-ce que le totum? C'est en fait l'ensemble le plus complet possible des molécules actives de la plante.
Ça ne veut pas dire que c'est uniquement les molécules qu'on a repérées dans la plante, parce qu'il peut y en avoir d'autres qui sont également intéressantes, en synergie, on verra un exemple tout à l'heure. C'est une totalité qui peut être sous forme liquide, sous forme d'extrait, sous forme de poudre, pourquoi pas. Voilà. C'est l'ensemble le plus cohérent possible des molécules actives de la plante. Ça, c'est le médicament de phytothérapie, et c'est donc le domaine public. C'est ce qui fait aussi, en grande partie, que le médicament de phytothérapie, qu'on appelle parfois le phytomédicament, ne se développe pas plus dans le domaine de la pharmacie classique. Parce qu'on parlait de brevet tout à l'heure. Autant il est facile de breveter une molécule isolée, autant il est difficile de breveter un extrait total de plante, parce que là, il est déjà dans le domaine public. Hein. Et évidemment, les laboratoires ne veulent pas investir dans un produit comme ça. On y reviendra sur le mid-perf. Alors, je l'ai peut-être cité là, je ne sais plus. Connaissez-vous la pervenche tropicale? J'ai entendu oui tout à l'heure. Voilà. La pervenche, vous connaissez la petite pervenche, voilà, qui pousse au ras du sol, qui a des belles petites fleurs, qui ressemble un peu à celle-ci, mais ça c'est la pervenche tropicale ou pantropicale. Pourquoi pantropicale? Le préfixe pan veut dire partout. Partout dans les régions tropicales, vous avez cette très belle plante qui pousse à peu près à cette hauteur-là, qui fait des beaux buissons, des jolies fleurs comme vous le voyez, et c'est une plante qui est toxique, comme d'ailleurs beaucoup de plantes tropicales. Elle contient des alcaloïdes qui sont donc vincristine, vinblastine, etc. Et il faut savoir que ces alcaloïdes-là, ils sont encore utilisés tels quels, tels qu'on les trouve dans la plante, pour traiter le cancer, des leucémies, des cancers de l'enfant, etc. Voilà, donc c'est des molécules qui ont été brevetées pour une fois par un laboratoire qui a breveté en fait le processus d'extraction, de recherche, etc. et qui a réussi à breveter donc une molécule. Mais pour le bien de, j'allais dire de l'humanité, peut-être pas, mais en tout cas pour le bien-être de certains malades. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, maladie de Hodgkin, cancer du sein, du poumon, on continue à les utiliser, c'est des molécules extrêmement intéressantes. Donc ça, bien sûr, c'est le domaine de la pharmacie et de la thérapeutique classique. Il ne viendrait pas à l'idée, pour une maladie de Hodgkin, de faire une infusion de pervenche tropicale. Bien entendu, là, vous passez totalement à côté des dosages de ce qui est nécessaire de manière extrêmement précise pour traiter une pathologie aussi grave. J'ai une question, si ça me dérange. Quand c'est marqué, il bloque la mitose. La mitose, c'est la division des cellules cancéreuses. En métaphase. Je ne rentre pas trop dans le... Voilà. C'est juste me une demandez question. pas ce que c'est que la métaphase, je l'ai su, mais il y a peut-être des profs de sciences là qui pourraient nous le dire. Bon, enfin bref, la mitose, c'est la... Comment dire, c'est la multiplication cellulaire, la séparation de deux cellules, d'une cellule mère en deux cellules filles, et donc il y a un processus avec la métaphase qui est le processus de séparation du noyau, des chromosomes en fait, hein. Et donc les alcaloïdes bloquent à ce niveau-là. Alors évidemment, c'est très important pour les cellules cancéreuses qui prolifèrent beaucoup. Il y a une autre molécule naturelle qu'on connaît bien qui travaille là-dessus aussi, c'est la colchicine, de la colchique des prés. Voilà, plante également très intéressante, connue de très longue date, qui était déjà décrite dans le papyrus d'Ebers, je crois, en 1700 avant Jésus-Christ. Enfin, vous voyez, c'est des plantes. Bien sûr, on ne connaissait pas la molécule à l'époque. Hein. On parlait d'un principe éthéré, mais on ne connaissait pas les molécules. Voilà, donc la pervenche tropicale, peut-être était-elle connue des populations dans les pays tropicaux pour des indications comme celle-là, mais apparemment, pour rentrer un petit peu dans le détail, apparemment c'était un peu par hasard, un hasard si ça a été découvert, parce que certaines populations utilisent la pervenche tropicale dans le traitement du diabète. Or, la pervenche a été essayée pour traiter le diabète de petits rats, et on s'est rendu compte que les petits rats n'avaient pas de diminution du sucre dans le sang, mais en revanche, ils avaient une diminution des globules blancs, mais de manière très importante. Donc, ils ont continué les recherches, ils se sont rendus compte qu'il y avait ces alcaloïdes, qu'ils agissaient sur ces domaines-là,
Et c'est de cette manière-là, de manière un peu détournée, fortuitement, qu'on a découvert les propriétés sur le sang, hein, sur les cellules sanguines, d'où lymphome, maladie de Hodgkin en l'occurrence. Alors passons à une autre plante, c'est le ginkgo, on en parlait tout à l'heure. Hein. Le ginkgo, alors voyez comment on le décrit, hein, comme pour la pervenche tropicale, on l'appelle aussi arbre au 40 écus ou au 100 écus, c'est le prix qu'il aurait été payé, le premier arbre qui a été importé en Europe par celui qui l'a découvert. Alors on l'appelle Ginkgo biloba, c'est le nom de genre et le nom d'espèce. Elle, c'est le nom du descripteur qui s'appelait Linné. C'est souvent après les plantes médicinales, il y a elle. Bon, ça c'est pour le détail. Ginkgoaceae, c'est la famille. Et la feuille, entre parenthèses, c'est l'organe utilisé. Alors, comme vous le voyez, il y a des belles boules là, qui sont en fait les ovules de la plante. C'est une plante qui a une elle se reproduit, un mode de reproduction archaïque. Donc ça, ce sont les ovules. Là, c'est donc un ginkgo femelle. Et ce qu'on utilise, nous, c'est la feuille. Alors qu'en Chine, ils utilisent beaucoup les ovules, en pharmacopée chinoise. Donc dans la feuille de ginkgo, on a beaucoup de substances très particulières, puisque le ginkgo est un survivant. C'est le seul représentant de sa famille, de son ordre, au minimum de son ordre. Je crois que ça va même plus loin. Et de ce fait, les molécules qu'on trouve dans le ginkgo sont des molécules très spécifiques qu'on trouve nulle part ailleurs, pour certaines en tout cas. Ginkolite, bilobalide, etc. Et cette plante-là, on l'utilise sous forme de totem, parce que comme pour le millepertuis, on ne peut pas trouver une seule molécule qui soit active. Quand on isole les molécules, on perd de l'activité, donc on laisse le totem. Hein. Et les produits comme le Tanacan, par exemple, sont concentrés en certaines molécules. Il y a en fait un produit qui est quand même un produit médicamenteux, qui a été protégé par un brevet pendant longtemps, pendant 10 ans, comme tous les médicaments. Pourquoi? Parce que le mode d'extraction et surtout la concentration des différents composants est très spécifique du laboratoire qui l'a extrait et donc des travaux qu'il a fait et des propriétés qui en ont découlé. Alors on l'utilise beaucoup dans le vieillissement vasculaire, dans les problèmes de mémoire, dans les acouphènes, c'est-à-dire les bruits anormaux qu'on entend, les problèmes artériels, etc. On sait même, oui. Est-ce que je peux demander si les feuilles gardent leurs propriétés quand elles sont jaunes, ou si on doit les utiliser? Alors c'est une très bonne question, parce que en fait, donc les Chinois utilisent l'ovule, nous on utilise la feuille fraîche, la feuille qui n'est pas jaune, justement. Et on s'est rendu compte que les feuilles jaunies, à l'automne, ont des molécules un peu différentes et ça les oriente un petit peu plus vers le traitement des cancers. Il y a un laboratoire qui commercialise des extraits de ginkgo, apparemment un ginkgo aux feuilles jaunies. Voilà. Mais là, bon, c'est dans le domaine encore de l'hypothèse, c'est pas avec certitude. Nous, ce qu'on connaît bien, c'est énormément de travaux sur le ginkgo et sur les problèmes de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que ça favorise les capacités d'adaptation du cerveau. Et comme je le disais, dans la maladie d'Alzheimer, les dosages qu'on utilise classiquement ne sont pas suffisants, mais on sait qu'avec des dosages bien supérieurs, on a des effets très intéressants dans la maladie d'Alzheimer aussi. Par contre, il ne faut pas utiliser les dosages habituels. Et autre petite particularité du ginkgo, on trouve du ginkgo sous toutes ses formes. On trouve des poudres de ginkgo en gélules, ou les parents de toutes les vertus, ce qui est faux, puisque le produit, je cite le produit quand même que vous connaissez, c'est le Tanacan. Le Tanacan, c'est un peu un exemple, si vous voulez, particulier. Il a été donc très concentré en certaines molécules, parfois 50 fois, pour d'autres 30 fois. Donc vous voyez, c'est très
spécifique et c'est très différent des poudres de ginkgo ou des produits à base de ginkgo qu'on trouve dans le commerce, qui ne peuvent pas revendiquer les mêmes propriétés, qui ne les ont pas. C'est toujours le ginkgo femelle, jamais le ginkgo... Non, je vous disais que là, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est un ginkgo femelle parce qu'il a les ovules, mais les ginkgo mâles, c'est pareil. Hein. Dans la feuille de ginkgo, c'est les mêmes propriétés. Alors le millepertuis, vous semblez bien que je l'avais sélectionné. Donc le millepertuis, Hypericum perforatum, famille des hypericacées, c'est une petite famille en phytothérapie. Il y a des grandes familles, par exemple les labiers. Les lamiacées ou labiers, c'est la sauge, c'est le romarin, c'est le thym, c'est le serpolet, c'est la lavande, etc. Il y a beaucoup de labiers qui sont souvent aromatiques et qui sont en tout cas médicinales. Et là, c'est une plus petite famille. On a ces très jolies fleurs jaunes qui ont la caractéristique d'être en maximum de floraison à la Saint-Jean, c'est-à-dire au solstice d'été, là où le soleil est le plus vertical. Donc une grosse relation à la chaleur un peu, mais surtout à la luminosité du soleil. Hein. Ces caractéristiques-là font qu'autrefois, les anciens pensaient que cette plante chassait le démon. Alors le démon, il peut se manifester de différentes manières. Hein. Pour un psychanalyste. On en a tous plus ou moins à l'intérieur. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous faire de dessin. Peut-être que des pathologies comme la schizophrénie ou les dépressions nerveuses ou les hallucinations, etc., étaient rapportées au démon, hein, aux effets du démon. Bon, donc vous voyez quand même une notion assez floue parce que cette nosologie des maladies psychiatriques, elle est très récente. Hein. Donc on ne pouvait pas trouver en 500 après Jésus-Christ, par exemple, la description d'une maladie nerveuse appelée la dépression. Y en avait-il moins d'ailleurs à l'époque? Peut-être, mais enfin bon, il y avait des invasions, il y avait des destructions, il y avait... Alors, en tout cas, voilà, c'était décrit de manière différente. Toujours est-il qu'on sait maintenant, puisque je parle des propriétés, autant en parler tout de suite, que le millepertuis est une plante qui a des propriétés antidépressives. Alors, c'est dans la description des propriétés, dépression légère à modérée, c'est-à-dire petite dépression ou dépression moyenne, on va dire, hein, modérée. Ce n'est pas la grave dépression qui nécessite une hospitalisation ou les gens qui sont vraiment pas bien du tout. Donc, vous voyez, c'est déjà la bonne indication. Il y a une autre indication, c'est l'indication par voie locale de guérir les plaies ou les brûlures, les lésions dues aux brûlures. Brûlures du soleil, brûlures cutanées, radiodermite, donc brûlures par les rayons, par exemple, etc. Ça marche très bien. Donc vous voyez encore une relation entre la chaleur et le soleil surtout, et puis la plante, hein, qui avait été remarquée depuis longtemps. Pour utiliser le millepertuis, on utilise, pour cette indication-là, de l'huile de millepertuis. Alors comment on fait? Vous connaissez, il y a des gens qui font oui. Donc on met des sommités fleuries, c'est-à-dire ce qu'on voit là, en fait, hein, la partie supérieure de la tige fleurie, dans un gros bocal à large ouverture. On remplit d'huile, souvent d'huile d'olive. Et bon, l'huile, elle est plus ou moins colorée suivant le choix de l'huile qu'on a fait. Et on laisse ça en plein soleil. Et en plein soleil pendant 8 à 10 jours, évidemment au moment de la récolte, hein, donc c'est-à-dire au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, on a une couleur rouge intense qui va arriver. Alors autrefois, ça marquait les esprits. Ça voulait dire que le soleil était rentré dans le bocal et qu'il avait concentré ses rayons dans le bocal. Maintenant, on sait que c'est des molécules qui s'appellent des naphthodianthrones, qui réagissent avec les photons de la lumière et qui prennent une coloration rouge. Hein, photosensibilisation. Alors, photosensibilisation, justement, je voulais y venir aussi. Le millepertuis, l'huile de millepertuis, on l'utilise que pour guérir les brûlures, mais pas pour prévenir les brûlures du soleil. Surtout pas, parce qu'au contraire, cette plante est photosensibilisante. Elle augmente la réaction que vous pouvez avoir au soleil. Donc ne prenez pas ça pour mieux bronzer, surtout pas. Sinon c'est le coup de soleil assuré.
Voilà. Alors dans les dépressions, pour y revenir, ce qui est intéressant, c'est aussi la relation avec le soleil. C'est-à-dire, on parle beaucoup de dépression hivernale, et en particulier dans nos régions, et plus encore dans les régions plus au nord, où il y a une courbe du soleil qui s'affaiblit en saison froide. Et donc quand vous avez un soleil qui remonte dans le ciel, donc au fil du printemps et de l'été, les gens vont mieux. Et par contre, quand arrive l'automne et surtout l'hiver, la période de Noël, tout ça, les gens sont au plus bas, pas bien, fatigués, pas envie d'entreprendre, ralentis, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la dépression hivernale. Ça marche très bien, le millepertuis, dans ces indications-là aussi. Et ça tombe bien puisqu'on a intérêt à l'éviter quand on est exposé au soleil, que ce soit par voie locale, que ce soit par voie générale. Voilà, donc on connaît bien la posologie, 600 à 900 mg d'extrait sec titré par jour. Donc vous voyez, c'est très précis. Faire une tisane de millepertuis, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui sont assez sensibles aux médicaments, aux millepertuis, mais ça peut être très insuffisant pour d'autres. Donc, pour être dans les clous, je dirais, il faut être à peu près aux alentours de 600 mg d'extrait sec par jour. Il y a des précautions. Est-ce que vous connaissez les précautions, certaines personnes? Non. Vous connaissez le millepertuis? Qui connaissait le millepertuis avant qu'on en parle? Pratiquement tout le monde. Qui connaît les précautions d'emploi? Contre-indications et précautions d'emploi. Ben voilà, vous voyez, donc c'est important de maîtriser ça pour la prescription et le conseil. Quand on vous conseille de millepertuis en vous disant vous êtes fatigué, pas bien, un peu dépressif, prenez donc du millepertuis, on doit associer ça à des précautions d'emploi. Si vous prenez de la théophiline parce que vous êtes asthmatique, si vous avez un sida et que vous avez un traitement du sida, si vous avez des anticoagulants, c'est fréquent les anticoagulants, pour traiter problèmes d'arythmie ou cardiaque, ou si vous prenez une micropilule, etc. Si vous prenez d'autres antidépresseurs, il ne faut pas prendre de millepertuis, parce que le millepertuis accélère l'élimination des médicaments. Ce n'est pas un effet toxique, mais simplement il accélère l'élimination de certains médicaments. Même en tisane. Même en tisane. Même en faible dosage. Bon, pas en dose homéopathique, mais en faible dosage, oui. Donc il faut être vigilant. Et puis la photosensibilisation. Et en dehors de ça, les effets purement indésirables du millepertuis seul sont très rares. Il a été comparé le millepertuis à des médicaments de référence. Alors on fait comme ça maintenant pour déterminer l'effet des médicaments. On le teste, on voit dans telle indication si c'est efficace, d'une part. Ensuite on le compare, s'il est efficace, on le compare soit au placebo, c'est-à-dire rien, mais on fait croire au patient qu'il prend un médicament en lui donnant une pilule qui a le même aspect que le médicament réel, et on voit ce que ça donne. Il y a des gens qui sont guéris, ou soulagés en tout cas, par le placebo. Donc si le médicament actif est plus actif que le placebo, on considère que c'est valable, l'essai. Et on peut également le comparer à des médicaments réels. Donc plus des médicaments faux, mais des médicaments réels. Et bien sûr, il faut que le médicament testé soit aussi efficace, voire plus efficace. Et là, en l'occurrence, avec les antidépresseurs classiques, le millepertuis a démontré la même efficacité. En revanche, beaucoup moins d'effets secondaires. Beaucoup moins. Alors, est-ce que ça peut s'utiliser par voie interne, autrement qu'en homéopathie? Ah oui, bien sûr. Comme je le disais, vous voyez, les extraits secs, en fait, c'est un extrait titré, c'est-à-dire que les principes actifs... Alors, voilà, l'hypericine, on l'a longtemps considéré comme un principe actif, c'est l'hyperforine, qui est l'un des principes les plus proches de l'effet antidépresseur, celui qui est le plus, intéressant à doser pour quantifier l'effet antidépresseur, mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le seul, c'est tout un ensemble. Mais c'est pas sous forme homéopathique, c'est sous forme relativement concentrée. Voilà, donc, en pharmacie. Merci. Il y a pas mal de produits, peut-être vous en avez déjà pris. Il y a Mildac, par exemple.
j'ai plus en tête, mais enfin des élusanes, des extraits, voilà, c'est des extraits de millepertuis. Moi, je les prescris sous forme d'extrait. C'est Nature Active aujourd'hui, Oui, c'est Nature Arcopharma. Active. Voilà. Oui. Elusane, c'est Nature Active. Arcopharma, ils font... j'ai oublié le nom du produit. Mildax, c'est encore un autre. Encore un autre. Voilà. Après, c'est des petites subtilités parce que les modes d'extraction sont un peu différents. Mais globalement, voilà, là, on est dans l'efficacité si on prend un produit comme ça. Si vous prenez Hypericum 5CH, c'est-à-dire le remède homéopathique en dilution, ça ne marchera pas. Il y aura d'autres indications, mais pas l'indication antidépresseur. Socrate. Alors, comme je le disais, je ne vais pas revenir dessus, je préférerais que les plantes médicinales soient quand même maîtrisées par le monde médical et pharmaceutique. Bon, évidemment, malheureusement, dans les faits, on se rend compte que beaucoup de pharmaciens ne s'y intéressent pas, mais ceux qui s'y intéressent à fond. Hein, parce qu'une fois qu'on met le pied dedans, si vous voulez, on est happé par la phyto et par l'aromathérapie, donc on ne la quitte plus. Hein, tellement on voit d'intérêt, de potentialité là-dedans. Mais bien sûr, certains ont d'autres pôles d'intérêt et ne rentrent pas, malheureusement. Or, il y a quand même des dangers, comme je le disais tout à l'heure. Si vous achetez du millepertuis, on ne vous dit pas ce qu'il faut surveiller comme effet indésirable. Hein. Et n'oublions pas que Socrate, qu'on voit ici, en 399 avant Jésus-Christ, a été supplémenté en plante médicinale, une fausse plante médicinale, par la ciguë pour mourir. Hein. Donc, la nature peut être cruelle, il faut faire attention. Alors, ça c'est pour reparler de la synergie, donc je vais passer rapidement. Et puis, vous voyez, la phyto, c'est puissant. Hein. C'est hyper puissant la phyto. Bon, là c'est le pharmacien qui prépare le médicament de phytothérapie. Hein. Et puis ça, c'est l'effet du médicament. Bon, ça, je reparle du totem, là, on en a déjà parlé. Alors, cette plante-là, que vous voyez, c'est la reine des prés. Voilà, je vois qu'il y a des spécialistes. C'est encore une très belle plante. Voilà, il y a plein de choses à dire sur la reine des prés, comme il y avait plein de choses à dire sur le millepertuis, puis j'ai pas tout dit, mais voilà, la reine des prés, c'est le précurseur en fait de l'aspirine. Il y a des dérivés salicylés dans la reine des prés. Quand vous prenez les fleurs, les sommités fleuries, hein, le panicule de fleurs comme ça et que vous le frottez, ça sent le salicylate de méthyle, qui est une molécule très proche de la molécule d'aspirine. Et si vous vous frottez sur des endroits douloureux, vous pouvez vous soulager parce que la molécule passe à travers la peau. C'est une petite molécule qu'on retrouve d'ailleurs dans les huiles essentielles. Mais on n'a pas d'huile essentielle de reine des prés. Hein. Simplement, c'est une molécule aromatique qui est présente et qui participe à l'efficacité de la plante. Voilà, donc ça c'était pour parler de cette plante qui est en photo. Et par contre, le principe de la phytothérapie, c'est d'utiliser plutôt ce totem dont on a parlé tout à l'heure, plus qu'une molécule isolée. Par exemple, utiliser le totem de la reine des prés plutôt que de l'aspirine. L'aspirine, elle a de très bonnes propriétés. On l'utilise aussi pour ses propriétés anti-agrégantes, vous savez sans doute. Pour les personnes qui ont des petits problèmes cardiaques, des arythmies, qui ne sont pas justiciables de prendre des anticoagulants vrais, on peut donner un petit peu d'aspirine. Hein. Peut-être certains en prennent des petites quantités. Mais elle a un petit inconvénient, c'est au niveau de l'estomac. Or, dans la reine des prés, ce qui est intéressant, c'est que, je crois que j'en parle plus loin, mais ce sera déjà dit, c'est que vous avez des tanins. Qu'est-ce que les tanins? C'est des molécules qui sont capables de tanner la peau. Donc il y a une affinité avec la peau, les muqueuses, très importante, et qui protège. Un cuir tanné, un cuir pas tanné, donc une peau de bête, ça pourrit et ça s'abîme rapidement. Un cuir tanné, même comme on le faisait autrefois avec des tanins de chêne ou d'autres plantes, ne se détruit pas, hein, reste imputrescible. Et donc c'est un facteur de protection. Et les tanins qu'on retrouve dans les plantes ont des propriétés identiques de protection. Alors on les utilise sur la peau pour protéger, par exemple quand il y a des eczémas ou des plaies, mais on peut les utiliser par voie interne pour l'estomac, pour les intestins également. Puis encore d'autres propriétés intéressantes. Voilà.
Alors ça, c'est les indications. Qu'est-ce qu'on soigne avec la phytothérapie? Alors on soigne principalement, la première indication la plus belle, c'est les maladies de dysfonctionnement, les problèmes de dysfonctionnement. Ce n'est pas les graves maladies. Hein. Je ne vais pas vous dire on soigne le cancer avec la phytothérapie. Déjà, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Hein. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de médicaments, et beaucoup plus qu'on ne l'imagine, anticancéreux qui sont extraits de plantes médicinales. Je pourrais en citer encore, hein, beaucoup plus. Mais par contre, la meilleure indication, c'est les troubles du quotidien. Hein. Par exemple, j'ai des migraines, par exemple, j'ai de la colopathie, problème de ventre au sens large, hein. Problème d'estomac, problème d'intestin. L'intestin, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Hein. Vous savez qu'on cite l'intestin comme le deuxième cerveau. On a l'équivalent dans l'intestin du nombre de neurones que possède un cerveau de chat. Donc on a vraiment beaucoup de cellules neuronales dans l'intestin et c'est donc très important. Alors on peut traiter par différentes plantes ces troubles fonctionnels intestinaux, les migraines j'en ai parlé, les problèmes par exemple d'anxiété, alors évidemment pas les immenses angoisses dramatiques qui amènent les gens à consulter des spécialistes, mais les petites angoisses du quotidien, les problèmes d'insomnie. Problème d'insomnie, c'est quand même dommage de passer tout de suite à des médicaments somnifères, alors qu'on a beaucoup de plantes médicinales qui sont intéressantes. C'est le premier palier, si vous voulez. On devrait tous prescrire des plantes d'abord et des médicaments ensuite. Hein, ça permettrait de faire des économies. Alors, une autre indication formidable, c'est la prévention. Par exemple, j'arrive chez mon médecin, docteur, je fais des cystites à répétition, docteur, je fais des infections génitales à répétition, docteur, je fais des bronchites à répétition, docteur, mon enfant fait des rhinopharyngites, des otites, des trachéites, etc. à répétition. Docteur, je fais de l'eczéma, montrez-le-moi. Bah, j'en ai pas pour l'instant, mais bah, vous viendrez me voir quand vous aurez de l'eczéma. Mon enfant fait des rhinos. Il est malade en ce moment? Bah non, il n'est pas malade. Bah, revenez me voir quand il sera malade. Est-ce que vous vous satisfaites de cette réponse? Non, et à juste titre. Donc, docteur, mon enfant fait des rhinopharyngites à répétition. Bon, ben, expliquez-moi comment ça se passe, quel est le scénario habituel, parce que souvent il y a un scénario à peu près identique. Dans quelles circonstances ça se passe? Est-ce qu'il les attrape facilement à l'école avec d'autres enfants? Est-ce que c'est donc la contagion? Est-ce que c'est quand il fait froid, quand il y a du vent, etc. Donc des conditions météo particulières. Est-ce qu'il est frileux? Est-ce qu'il a des problèmes? Voilà, il y a pas mal de questions à poser. Et on a un traitement de fond qui permet de restaurer l'immunité, de modifier des conditions qui conduisent l'enfant à être plus souvent malade qu'il ne faudrait. Donc on fait un travail de fond. Pour les problèmes infectieux à répétition, il y a plein de plantes qui ont des propriétés immunostimulantes, c'est-à-dire qui stimulent l'immunité, alors que on a une disparition totale des médicaments immunostimulants dans la pharmacopée classique. Alors les maladies chroniques, dont je parlais aussi de ce qu'on appelle la médecine intégrée, c'est-à-dire on peut intégrer de la phyto, de l'aromathérapie comme d'autres méthodes alternatives de soins dans des thérapeutiques de maladies graves. Alors on parlait du cancer, on ne soigne pas le cancer bien entendu, mais dans le traitement du cancer, il y a l'immunité qui est très importante. Il y a le nettoyage des produits toxiques que sont la chimio et autres. Il y a des protections à adopter, il y a s'intéresser aussi à la flore intestinale, enfin pas mal de choses. Il y a plein de choses à voir si vous voulez, en dehors du problème du cancer, qui est soigné par le cancérologue, et tous les problèmes annexes peuvent être très bien pris en charge. C'est ce qu'on appelle les traitements de soutien, qui sont souvent employés pour aider quand on a une chimio, radiothérapie ou autre. Et on peut faire après des traitements de soutien immunitaire après que le patient soit sorti de son problème cancéreux spécifique. Bon. Voilà. Alors ça, je vais passer rapidement. Je vais quand même rester sur l'artichaut. Je n'ai pas de montre. Il est 9h, il y a la pendule qui est juste là. D'accord. 9h moins le quart. Bon, alors j'ai encore un petit peu de temps, c'est bien.
Voilà, l'artichaut, c'est très intéressant. Vous connaissez le professeur Jean-Marie Pelt, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Grande perte, parce que c'était un homme formidable, par ses connaissances, par les bouquins qu'il a écrits. Il a écrit une cinquantaine de bouquins. Alors j'ai eu la chance qu'il me préface mon livre, que je n'ai pas amené, parce que j'ai complètement oublié. C'est systématique. Je le mettrai en ligne. Oui, bah, si vous voulez. Voilà, j'ai écrit... Alors, entre autres, j'ai pas écrit 50 bouquins comme le professeur Jean-Marie Pelt, plus de 50 même. Parce que je disais toujours, oh ben, Pelt, il a écrit plein de bouquins, au moins une vingtaine. Ben, en fait, c'est au moins une cinquantaine. Ah ben voilà, oh ben alors il y a des gens qui sont conservateurs, parce que ça, il a plus de 20 ans. Je sais, c'est marqué. Voilà, 94. Merci de me le rappeler. Alors ça, c'était un petit bouquin préfacé par le docteur Jean Valnet, j'en suis très fier, parce que c'était le pape de la phytothérapie, hein, Franck Comtois lui-même. Et puis après, le deuxième, beaucoup plus gros, puisqu'il fait 600 pages, hein, traité pratique de phytothérapie, c'est le professeur Pelt qui me l'a préfacé. Et donc voilà, j'ai ressenti sa perte comme la perte d'un mentor, peut-être. Oui, tout à fait, un mentor. Oui, ben, déjà, Valnet, c'était un mentor, et Pelt aussi. Et donc, on rapporte souvent, enfin, on associe souvent Pelt avec les travaux sur l'artichaut, parce qu'ils ont fait des travaux pour montrer ils voulaient montrer les effets de l'artichaut sur la fonction biliaire. Il y a très longtemps, peut-être 30 ou 40 ans, je ne sais pas exactement. Donc, ils ont pris l'extrait d'artichaut, ils l'ont testé sur des animaux, et ils se sont rendus compte qu'il était très actif pour activer la fonction biliaire. Il suffit de mettre un petit cathéter à un animal, et puis de mesurer la vitesse de sécrétion de la bile, très simple. Et puis, ils ont testé les différents produits qu'on trouve dans l'artichaut. Alors, à l'époque, c'était encore la chimie, donc on cherchait le principe actif. Ils ont mis l'acide malique, l'acide succinique, l'acide citrique, l'acide naropicrine. Ils ont essayé ces différents produits, puis ils ont trouvé très peu d'effets, enfin, ça n'avait rien à voir avec l'effet de l'artichaut. Et ils se sont dit, bon, il y a quelque chose qui cloche là. On va essayer de faire un mélange des produits avec les proportions qu'on retrouve dans l'artichaut. Et quand ils ont fait un mélange de ces 4 principes actifs, dans les proportions dans lesquelles on les retrouve dans l'artichaut, ils ont trouvé un effet identique à celui de l'artichaut en extrait. Donc, il dit qu'on voit littéralement des propriétés nouvelles apparaître par l'addition de substances qui sont inactives isolément. C'est le secret de la synergie, justement, de cette association de propriétés, qui va même plus loin, puisque parfois il y a ce qu'on appelle des propriétés émergentes. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas actifs, mais quand vous les associez, ça devient actif. Donc c'est un peu comme si on créait une nouvelle molécule, ce qui est finalement pas idiot quand on y pense, hein. Même si c'est des molécules qui sont séparées, une association particulière qui produit un effet puissant. Et c'est bien sûr pas le seul exemple. Alors on pourrait prendre l'exemple de la fumeterre. Vous la connaissez, la fumeterre? Vous en avez obligatoirement dans vos jardins en été. On ne fait pas toujours attention parce qu'on l'enlève avant qu'elle soit en fleurs, mais elle a très jolie fleur. Voilà. Très jolie petite fleur. On l'appelle le fiel de terre ou la fumée de terre, d'où son nom, fumeterre, parce qu'elle est très amère. Et comme vous le savez sans doute, enfin en tout cas vos parents, grands-parents le savaient, tout ce qui est amer a des propriétés favorables sur le foie. C'est la théorie des signatures, hein, l'amertume de la bile. Bon, ce que les anciens appelaient la théorie des signatures, n'est pas toujours réel, il ne faut pas se fier uniquement à ça, il faut quand même se fier à des éléments plus scientifiques. Mais c'était intéressant. Et ce fumeterre, très amer, a des propriétés également très intéressantes sur le foie et la fonction digestive. Alors ça, c'est notre maître à tous, les médecins, qui s'appelle Hippocrate, le père de la médecine. Comme Galien, on l'appelle le père de la pharmacie. Pourquoi ? Parce que ça a été celui qui a codifié l'art de la préparation des médicaments. Ça se passait dans la Grèce antique. C'est pour ça que les pharmaciens disent
le nom du médicament. Serment. Le serment d'Hippocrate. J'avais un trou sur un mot simple. Le serment d'Hippocrate pour les médecins, le serment de Galien pour les pharmaciens. Voilà. Alors je vais faire très vite. Ça, c'est des arguments que j'aime bien présenter parce que c'est quand même très important. Si on développait un peu plus dans nos pouvoirs publics la phytothérapie, l'aromathérapie, si au moins les médecins avaient une information obligatoire dans leurs études médicales, déjà, ils ne dénigreraient pas la phytothérapie et l'aromathérapie, ils sauraient de quoi ils parlent, hein, et d'autre part, ils pourraient déjà l'utiliser. Sachez qu'en Allemagne, tous les médecins ont un petit cursus de phytothérapie. En Suisse, beaucoup aussi. C'est facultatif en Suisse, et c'est quasiment obligatoire en Allemagne. Et dans ces pays-là, ils utilisent avec plus de parcimonie les molécules. Par exemple, en Allemagne, je crois que quasiment un malade sur deux reçoit des extraits de millepertuis pour traiter son état dépressif. Voilà, donc c'est important parce que c'est quand même le coût de la santé. Vous savez ce qu'on dit, hein, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. La iatrogénie, qu'est-ce que c'est la iatrogénie? Iatrogène, iatros en grec, c'est le médecin. Donc c'est les maladies qui sont créées par le médecin. Et comme vous le savez, il y en a de plus en plus, puisque beaucoup d'hospitalisations, je ne sais pas si j'ai mis des statistiques, mais peut-être 10, 20%, je ne sais pas exactement, des hospitalisations sont liées à des accidents thérapeutiques. Donc une grosse part. Je ne vais pas donner de chiffres, ne le retenez pas, mais c'est très important. Et surtout à l'heure actuelle, avec les nouveaux médicaments, à bande rouge, avec des effets indésirables importants. Il ne faut pas les minimiser. Et là, c'est pareil, parfois on donne des médicaments pour contrer les effets indésirables d'autres médicaments. Donc on empile comme ça des couches importantes qui ne sont pas toujours utiles. Et en tout cas, dans la première intention, c'est-à-dire au tout début, la première marche, ça serait d'utiliser des produits et des méthodes naturelles de soins. C'est important. Alors, alternative à la résistance bactérienne. On en parlait tout à l'heure, on disait, les médecins, on leur dit, n'utilisez pas d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que la publicité à la télévision, les antibiotiques, c'est pas automatique, d'accord, mais derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien pour l'instant. Hein. On n'a pas de propositions à faire. Or, nous, on en a des propositions. Beaucoup. Les huiles essentielles sont extrêmement efficaces pour beaucoup de pathologies infectieuses. L'arbre à thé, vous connaissez peut-être, hein, la lavande, le thym, la cannelle, l'origan, la girofle, etc., le niaouli, enfin il y en a beaucoup. Presque toutes les huiles essentielles sont anti-infectieuses. Première propriété. Ensuite, on a des plantes qui sont anti-infectieuses, mais aussi des plantes qui sont immunostimulantes. L'échinacée, vous connaissez peut-être. Oui. Il y a aussi le plantain, d'autres plantes, le cassis, etc., qui ont des propriétés immunostimulantes. Pardon? Le romarin? Un peu. Il n'est pas dans les majeurs, mais voilà, le thym, par exemple, oui, il y a des plantes de la famille des labiers qui ont des propriétés, en tout cas, toniques et stimulantes. Voilà. Alors, les traitements hormonaux, par exemple, les personnes en ménopause, qui abordent la ménopause, une fait de chaleur, inconfort, il y a beaucoup de choses. On peut, avec les plantes médicinales, pas à tous les coups, malheureusement, il faut souvent tâtonner, hein, parce que c'est un peu compliqué. Souvent, le poète le disait, souvent femme varie, et surtout en période de ménopause, mais ça, il l'avait marqué entre parenthèses, on l'a pas retenu. Donc, on peut utiliser des plantes, des extraits de plantes. Alors, l'exemple du soja, on en a beaucoup parlé un temps, hein, la graine de soja, qui possède des substances qu'on appelle des isoflavones, qui sont proches des molécules hormonales féminines, en tout cas qui ont des particularités, un peu comme les pièces d'un puzzle, qui viennent s'encastrer dans les récepteurs aux hormones. C'est plus de la progestérone alors? Alors ça, c'est plutôt les estrogènes. C'est les oestrogènes, d'accord. Voilà. Pour la progestérone, on connaît moins de plantes, il y a l'alchimie en particulier, il y en a beaucoup moins, mais qui ont des effets très intéressants, par exemple chez les femmes, en deuxième partie de cycle, qui ont le syndrome prémenstruel, qui donne aussi, qui est très efficacement traité par les plantes, etc. Puis on connaît beaucoup de plantes qui ont des effets sur les systèmes hormonaux, beaucoup. Donc des effets de régulation.
Et puis alors, n'oublions pas que la base de notre alimentation, c'est quand même des végétaux. Et il y a beaucoup de végétaux qui ont des propriétés thérapeutiques et également des propriétés préventives. On en a déjà pas mal parlé, l'immunostimulation entre autres, mais des propriétés préventives simplement par les propriétés de certaines molécules. On vous parle des oméga 3 par exemple, qui sont contenus dans certaines huiles végétales. Alors l'huile de colza, mais l'huile de colza c'est pas la plus concentrée. L'huile de colza c'est 8% d'oméga 3. L'huile de lin et l'huile de cameline c'est 30 à 35%, voire plus. Donc ça c'est des huiles riches en oméga 3. Les fibres alimentaires, vous connaissez. Alors autrefois on parlait de fibres alimentaires, maintenant on parle de prébiotiques, c'est-à-dire des molécules, des polysaccharides pour rentrer dans le détail, qui viennent stimuler la flore intestinale. C'est des molécules que nous ne savons pas nous digérer, on n'en a pas besoin, mais la flore intestinale s'en nourrit. Donc on a un bon équilibre, une bonne cohabitation, complémentarité entre notre flore et nous-mêmes. Certains polysaccharides, les molécules dont je parlais à propos des fibres, sont également stimulants de l'immunité. Puis alors il y a les vitamines, il y a les minéraux, il y a les oligo-éléments. Avez-vous entendu parler des polyphénols? Voilà, donc on en parle beaucoup des polyphénols. Qu'est-ce qu'un polyphénol? C'est une molécule assez complexe avec plusieurs noyaux phénols, polyphénols, plusieurs phénols. Elles ont toutes ces plantes-là des propriétés antioxydantes. Donc l'antioxydation, c'est des propriétés préventives sur le plan anti-cancer, déjà, c'est connu, hein, c'est bien documenté, préventive des maladies cardiovasculaires, préventive de beaucoup de maladies de civilisation, etc. Préventive de la toxicité aussi de certaines situations, pollution, etc., détoxification, des détoxifiants, les molécules soufrées par exemple. Vous avez entendu parler sans doute aussi du brocoli. Hein, on en a beaucoup parlé de ses propriétés détoxifiantes et intéressantes dans la prévention. Alors toutes les plantes de la même famille, la famille des crucifères, qu'on appelle maintenant des brassicacées, un peu plus compliqué la botanique, les crucifères, donc le chou, les radis noirs, le brocoli, etc., le cresson, etc., c'est des plantes de la famille des crucifères, ont des propriétés détoxifiantes. On sait par exemple que le cresson aide à détoxifier la nicotine chez les gens qui fument beaucoup. Ça accélère l'élimination de la nicotine. Donc, bon, beaucoup d'exemples comme ça. Ça nous montre le lien assez étroit entre l'alimentation, hein, et puis la prévention, et puis après la thérapeutique. Prenons l'ail. L'ail, c'est une plante préventive. On sait qu'elle prévient l'artériosclérose, qu'elle prévient beaucoup de pathologies, même le cancer et la hépatite putride des intestins. Mais c'est également presque un traitement aussi de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, de certaines autres pathologies vasculaires. Seul inconvénient, c'est la laine. Le goût et la laine. Alors, on a aussi les maladies tropicales, les maladies... ce qu'on appelle les maladies orphelines, c'est des maladies qui ont peu de représentants, qui sont peu représentées, d'une part. Donc celle-là, c'est un peu les parents pauvres parce que la recherche médicale n'est pas très appliquée. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas, il faut le dire clairement. Et deuxième, à l'opposé, il y a des maladies qui concernent des millions de personnes, enfin des millions en particulier, des millions, puisqu'elle produit 1 million de morts chaque année, c'est le paludisme. Malheureusement, ça ne touche pas les pays riches. Donc les gens qui sont atteints de paludisme ne sont pas solvables, ils n'ont pas beaucoup de sous, donc on ne fait pas beaucoup de recherche. Encore que maintenant, de plus en plus, il y a des produits qui sortent. Et les médicaments principaux du paludisme, c'est la quinine, vous connaissez sans doute, hein, qui vient du quinquina, qui est une plante d'Amérique du Sud. Il y aurait encore beaucoup d'histoires à raconter à propos du quinquina, mais bref, donc c'est le principe actif historique qui a été spectaculaire dans le traitement des fièvres et en particulier de la malaria, donc du paludisme. Et deuxième plante, c'est l'armoise chinoise, Artemisia annua. Vous connaissez peut-être l'artémisinine. Voilà, c'est une molécule découverte
relativement récemment, qui est très intéressante, très efficace dans le traitement du paludisme. Voilà. Donc, et puis alors, il y a énormément de plantes, même il y a même un gros bouquin qui est paru sur les ressources de la pharmacopée dans le traitement du paludisme. Donc là, il y a plein de choses à rechercher, mais encore une fois, les laboratoires ne sont pas très enclins à faire des recherches dans ce domaine. Ah, j'ai peut-être une question. Je voulais savoir s'il y avait des étudiants qui faisaient des progrès en recherche-action. Parce que j'entends souvent de plus en plus parler de ce procédé-là, qui diminue les temps de transfert entre la découverte d'une molécule et son application dans la société. Et je voulais savoir si effectivement il y avait des médecins ou des étudiants qui partaient dans les pays pour, avec la pharmacopée locale, développer plus rapidement des médicaments. Oui, tout à fait. Ça, c'est une méthode qui est extrêmement utile dans les pays, dans certains pays. Alors, dans certains pays, c'est un petit aparté, dans certains pays, par exemple au Mali, c'est très développé. Ça fait même partie de la politique du gouvernement malien, avec le ministère de la Santé qui développe des disciplines, disons, de fabrication, des petits laboratoires, des petites unités de fabrication de médicaments qui s'appellent médicaments traditionnels, comme praticien, médicaments traditionnels améliorés. Ça veut dire que l'amélioration est très importante. On a appliqué des méthodes scientifiques pour déterminer comment c'était efficace, pourquoi c'était efficace, quel type de... Alors, définir bien la plante, la modalité d'extraction, est-ce qu'il faut la faire bouillir, est-ce qu'il faut l'utiliser de telle manière, le dosage, etc. Donc, c'est un médicament traditionnel, mais qui est prouvé bien encadré. Et là, on sait que ce produit est actif dans les conditions qui ont été définies. Et après, ces méthodes-là sont appliquées localement. Donc, il y a des petits jardins, jardins familiaux, jardins communautaires, qui développent, donc, qui cultivent des plantes. Et puis après, donc, on récolte 3 ou 4 plantes, on les pile, on les prépare, et puis on en fait un médicament traditionnel amélioré. Il y a des petites unités. Alors évidemment, ça ne revient pas cher du tout. Hein. Il y a juste un peu de main-d'œuvre. Les produits sont là à disposition. Ça, c'est vraiment institutionnalisé, par exemple, au Mali. Et puis, il y a d'autres initiatives qui sont faites avec des étudiants. Bon, les étudiants, on ne les paye pas beaucoup, hein, donc c'est pratique aussi. Puis dans les associations humanitaires et autres. Et il y a, par exemple, justement, j'étais sur la diapo. Vous voyez, Tramil dans les Caraïbes. Alors ça, c'est exemplaire Tramil. Traditional Medicine of Island, je crois. Donc ils ont groupé tous les pays de la Caraïbe. Alors il y a tout l'arc caribéen avec Cuba, Saint-Domingue, etc., les îles de la Guadeloupe, Martinique, de la Dominique, etc. Ensuite il y a la Guyane française, le Honduras peut-être, je ne sais plus, enfin tous ces Venezuela, tous ces pays-là, ils sont regroupés dans une unité de recherche qui s'appelle Tramil, qui a au moins 30 à 40, peut-être une trentaine d'années d'existence maintenant. Ils ont édité une grosse pharmacopée caribéenne, ils ont répertorié énormément de pratiques, ils les ont validées, prouvées, études scientifiques à l'appui, etc. Puis, comme ils étaient assez nombreux, puis plein de bonne volonté, ben, ils ont développé énormément de choses. Donc ça, c'est le travail, disons, avec orientation scientifique, poussé par les scientifiques. Et puis il y a aussi des associations, par exemple, Pharmacias Vivas, ou Jardin du Monde. Jardin du Monde, c'est un monsieur que je connais bien, qui est breton, qui a monté cette association. Il est pharmacien à l'origine, Jean-Pierre Nicolas. Et il a, je ne sais pas s'il est pharmacien ou ethnologue, je ne sais plus, mais enfin, ils sont toute une équipe pluridisciplinaire. Et ils vont dans les pays en voie de développement. Ça s'appelle Jardin du Monde. Donc ils vont à Madagascar, ils vont en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, etc., dans tous les endroits où il y a besoin. Et ils ont des plantes qui peuvent pousser, c'est souvent dans des pays tropicaux ou semi-tropicaux, et ils ont des plantes communes. Hein, par exemple, le forbe indienne, l'armoise chinoise, parce qu'il y a beaucoup de paludisme. Donc ils utilisent l'armoise dont je parlais tout à l'heure dans le traitement du paludisme, mais là, effectivement, on peut l'utiliser en tisane. Ah bon, voilà. Il y a plein d'exemples d'initiatives comme ça où on peut utiliser les plantes médicinales hors d'un protocole très précis, très validé comme on en a besoin peut-être dans nos pays.
Alors, il y a une notion que j'aime bien développer, c'est la notion de médecine durable. C'est important, la médecine durable. Vous savez, parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de maladies dégénératives maintenant, il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de ci et de ça. On n'en connaît pas avec certitude les raisons, mais on a une petite idée quand même. Hein. L'environnement, l'emploi de molécules chimiques, etc. Quelle est l'industrie qui utilise le plus de molécules chimiques, à part les pesticides, etc. Je fais une tentative, Monsanto. Ah ben, l'entreprise, voilà, je ne voulais pas la nommer particulièrement, mais c'est vrai qu'elle est... oui, Je suis désolé. Non, non, mais c'est vrai, moi j'ai pas d'action, heureusement. J'ai Monsanto, mais bon, elle est redoutable. Et souvent, c'est des entreprises qui font à la fois le développement de la recherche dans le domaine agricole et dans le domaine médical, dans le domaine pharmaceutique. Et alors, les molécules pharmaceutiques efficaces, elles sont efficaces souvent à des très petites doses, voire des doses presque infinitésimales, les hormones en particulier. Alors, il y a la dose du gramme. Hein, par exemple, vous mettez 10 grammes de sommité fleurie de Reine des Prés dans un bol d'eau bouillante, et puis vous en faites une tisane. Bon, ça c'est le gramme. Vous avez le milligramme. Le milligramme, c'est, je dis n'importe quoi, 10 mg ou 5 mg d'un médicament anti-hypertenseur. Bon, puis après, vous avez le microgramme, c'est encore beaucoup plus faible. Certains médicaments anti-cancer. Puis les hormones, c'est de l'ordre parfois du nanogramme, donc c'est très peu, il y en a extrêmement peu. C'est 10 puissance moins 9, 1 milliardième de concentration dans l'organisme. Et c'est très actif, vous voyez. Donc quand vous éliminez ces produits-là, quand 3 millions de personnes, ben, par exemple pour les pilules contraceptives, quand je dis 3 millions, c'est peut-être plus, éliminent des hormones comme ça, elles vont où? Dans l'eau. Il ne faut pas croire qu'elles sont éliminées par les stations d'épuration. Elles ne sont pas éliminées, donc elles partent directement dans les eaux d'écoulement, donc nos rivières, et dans les eaux stagnantes, donc les nappes souterraines, et après ça se retrouve dans la mer. Et la mer, c'est grand, mais un jour ou l'autre, ça monte les concentrations, et on le voit. Hein. Donc il y a plein d'alertes qui sont en train de s'allumer, des poissons qui changent de sexe, des tas de choses bizarroïdes. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire peur sur la fin. Il y a beaucoup de médicaments, vous voyez, j'ai décidé une poubelle, enfin, j'ai trouvé une poubelle, hein. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui malheureusement finissent pas dans une poubelle bien sécurisée, mais qui finissent dans la mer, hein, comme on le voit au-dessus. Alors, bon, ça c'est que proposer. Ben oui, ce qu'on peut proposer, c'est qu'au milieu des 350 000 espèces végétales, dans lesquelles on a pu identifier au minimum, parce que pour l'instant c'est en pleine recherche encore, 170 000 molécules directement extraites des végétaux, ça fait beaucoup, hein. Il n'y en a pas 170 000 dans le Vidal, des molécules différentes. Donc on a des potentialités énormes, puis encore ces 170 000 individuellement, et les associations, les synergies dont on parlait, c'est immense. Donc, réservoir de molécules susceptibles de fournir des substances à activité thérapeutique. Je dis juste un petit mot sur l'importance de préserver les forêts primaires, les endroits où il y a des réservoirs, des réservoirs importants, uniques parfois de plantes qui disparaissent, hein, comme à Madagascar. Madagascar, survolé, c'est un désert. Il y a quelques petites poches comme ça de forêt primaire qui étaient immensément riches de tas d'arbres différents, ce qu'on appelle des espèces endémiques qu'on ne trouve que là. Quand on voit déjà sur la petite île de la Réunion, par exemple, française, le nombre d'espèces endémiques, c'est fou. Petite île, puis Madagascar à côté, on l'appelle la grande île, c'est pas pour rien. Il y avait des trésors qui ont été détruits parce que les gens meurent de faim, puis qu'ils ont besoin de bois, donc ils coupent du bois pour faire chauffer les aliments et se chauffer également. Enfin, voilà. C'est catastrophique. Voilà, donc, alors, pratique de la phyto. Ça, c'est les formes galéniques. Juste en 2 mots, on peut utiliser les plantes sous forme de tisane, sous forme de poudre. Alors, dans les poudres, il faut faire attention que dans les gélules, par exemple, vous avez parfois de la poudre de plante. Donc, vous prenez une plante sèche, vous la pulvérisez finement, vous la mettez dans les gélules. Ou alors un extrait. Un extrait, c'est un processus beaucoup plus compliqué, puisqu'on fait déjà un extrait liquide, et ensuite on dessèche l'extrait liquide pour en faire un extrait sec.
qui est évidemment beaucoup plus concentré que la poudre. Et c'est des produits spécialisés qu'on trouve souvent en pharmacie, pas que en pharmacie, mais souvent en pharmacie, et qui sont donc un peu la concentration de la plante. Les teintures mères, il y en a de moins en moins, je passe les détails pour des raisons techniques européennes, c'est catastrophique. Il y a des extraits dits fluides qui sont plus concentrés que les teintures mères. Alors, la gemmo et l'aromathérapie, j'en ai parlé tout à l'heure, les bourgeons et puis les huiles essentielles, donc je ne détaille pas. Alors, je vais vous parler aussi de Reine des Prés, on en a parlé un peu. L'ortie, on va passer. La prêle, on va passer aussi, c'est une plante reminéralisante. Pour le dos. Comment? Comme pour le dos. Oui, voilà, pour le dos, c'est intéressant. Non, je voulais vous parler de l'échinacée. Alors, le millepertuis, d'accord. Voilà, l'échinacée. Et puis peut-être qu'on s'arrêtera là et on fera pour une question-réponse. Oui, oui. On en est où? Oh bah, j'ai encore un petit peu de temps. Ouais. Faites Voilà. comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous présenter une plante qui s'appelle l'échinacée, que j'aime bien. Vous avez pu voir, je pense, que ce n'était pas la seule plante que j'aimais bien. Je les aime toutes bien. Et on peut beaucoup parler de beaucoup de plantes comme ça avec des détails. Mais on peut parler 2 heures sur l'échinacée. C'est une plante qui a déjà une histoire. Son histoire, c'est qu'elle était utilisée par les Indiens des plaines. Ça pousse au bord des rivières, dans des endroits un peu sablonneux, etc. Et elle était utilisée, cette plante, par les Indiens pour guérir les blessures. Ils l'utilisaient en mâchant la racine fraîche, c'est souvent les femmes qui faisaient ça, et elles l'appliquaient sur les blessures. Ils l'utilisaient aussi en mâchant la racine pour se traiter eux-mêmes, et ils l'utilisaient également pour guérir les morsures de serpents. Il y a pas mal de plantes qui étaient censées guérir les morsures de serpents. Je dis censées parce qu'il vaut mieux faire attention. On a par exemple une plante qui s'appelle le dompte venin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà. Famille des Asclépiadacées. Asclépios, c'était le dieu de la médecine des Grecs. Donc on a créé une famille au nom de ce dieu grec de la médecine. Et c'est une famille de plantes un peu délicates, mais il y a quelques plantes médicinales. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a j'ai oublié son nom, une plante qui a une forme un petit peu scorpioïde comme ça, enfin bref, qui avait la réputation, je ne vais pas dire la propriété, mais la réputation de guérir les morsures de serpents et d'animaux venimeux. Comment? La lavande aussi, oui, mais la lavande, voilà, on utiliserait plutôt l'huile essentielle dans ce cas. Donc l'échinacée. Alors, elle était utilisée pour cette raison. On décrit plusieurs espèces, mais c'est important de bien connaître l'espèce parce qu'il y a 2 ou 3 espèces qui sont efficaces. Vous la connaissez, l'échinacée, parce que peut-être vous en avez dans vos jardins. On l'appelait les rudbeckia. Voilà, le rudbeckia. Alors il y a le rudbeckia jaune, elle est très recherchée dans les jardins parce que, pas précisément cette espèce-là, mais parce qu'il y a un gros capitule de fleurs qui est assez décoratif, avec des pétales qui sont soit à l'horizontale, soit descendants, comme pour l'échinacée. Voilà, donc Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea. Voilà, on appelle aussi Echinacée parce qu'elle ressemble un peu à un petit hérisson. Ça, c'est pour les détails. Bref, je vais passer rapidement. On utilise la racine d'Echinacée parce qu'on lui a découvert des propriétés immunostimulantes. C'était un colon américain. Ils étaient arrivés depuis relativement peu de temps, 1 ou 2 générations ou 3 générations. Et puis la confrontation avec les Indiens, comme vous le savez, les combats entre les cow-boys et les Indiens, on les connaît bien. La confrontation avec les Indiens, les autochtones, a été un peu difficile parfois. Les Indiens, quand ils avaient des connaissances, ils ne voulaient pas les livrer. Donc, un chef indien a quand même soigné un colon d'une plaie infectée, torpide, etc., avec de la racine d'Echinacée. Ils ne le savaient pas à l'époque, mâchée, pilée, puis mise, voilà. Ça a guéri tellement vite que le colon a cherché à savoir quelle était la plante, parce qu'il avait l'habitude de la vendre après.
Donc, il n'a pas réussi à faire cracher le morceau, je dirais, du chef indien, et il a fait suivre le chef indien par son chien. Et l'Indien a montré de cette manière au chien où se trouvait, enfin le chien a ramené après le colon sur le lieu où on pouvait récolter cette plante si intéressante. Ensuite, il en a fait le commerce, ça s'est su, ça s'est développé, etc. Et au 19e siècle, l'échinacée a été la plante la plus vendue. 19e, début du 20e siècle. Après, il y a eu l'avènement des antibiotiques et l'intérêt pour l'échinacée a chuté brutalement. Alors maintenant, on sait, donc voilà, je raconte un petit peu l'histoire. Après, c'est les Allemands qui sont intervenus dans le débat, parce que les Allemands ont entendu parler des propriétés de l'échinacée, la firme Madaus en particulier, dans les années 20 par là, qui a voulu faire récolter de l'échinacée, et on leur a vendu pas la même espèce. Par chance, alors est-ce que c'était par malice ou pas, c'était pas l'espèce qui était utilisée par les Indiens. Par chance pour eux, l'espèce qui leur a été vendue, l'échinacée purpurea, était efficace, aussi active que l'autre. Et donc, ils ont développé une gamme de produits de phytothérapie à partir de ce moment-là, puis ça s'est développé. Et on en parle depuis une